Alors bonjour, bienvenue à ce nouveau balado. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est quand même assez important, c'est-à-dire la responsabilité des acheteurs et des vendeurs dans le cadre d'une transaction immobilière. Parce que c'est important. En cas de litige, vous pourriez vous retrouver avec un enjeu où votre propre responsabilité peut être mise en cause. C'est sûr qu'en matière de responsabilité, on a souvent tendance à mettre le fardeau sur le dos des courtiers immobiliers, des notaires, des inspecteurs, autant de personnes qui interviennent dans le cadre d'une transaction immobilière, mais vous avez aussi cette responsabilité-là. Donc, chaque geste, tout ce que vous faites peut avoir un impact sur l'issue, par exemple, qu'il pourrait y avoir dans le cadre d'un litige. Pour en parler avec moi, écoutez, j'ai le bonheur d'accueillir mon collègue Enrico Martin, qui est analyste au Fonds d'assurance responsabilité du courtage immobilier du Québec, également conseiller en prévention. Alors, Enrico, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Puis je me lance tout de suite dans cette première question. L'acheteur doit être diligent. Ça veut dire quoi exactement, un acheteur diligent? Bon, on pourrait résumer le fait que l'acheteur doit être prudent et diligent par le fait qu'il doit être proactif dans le fond. Donc, il doit s'intéresser à sa transaction. Il doit, par exemple, visiter la maison de façon attentive. Il doit également consulter la documentation qui lui est remise. Il doit poser des questions également si jamais, justement, il y a des zones grises dans la transaction. Donc, oui, on l'a dit tantôt, il y a plusieurs professionnels, les notaires, les arpenteurs, les courtiers qui vont intervenir dans une transaction. Mais il ne faut pas avoir peur de les questionner pour s'assurer que quand on va faire notre transaction, quand on va acheter, on va avoir toute l'information pertinente à celle-ci. Ça, c'est important. Et une information importante, les informations importantes, on les retrouve beaucoup dans le rapport d'inspection. Sur l'inspection, est-ce qu'un acheteur est obligé de réaliser une inspection sur la propriété qu'il voudrait acquérir? Les lois et les règlements n'obligent pas un acheteur à procéder à une inspection. Par contre, quand on parlait de diligence, de prudence tantôt, un acheteur qui déciderait de ne pas procéder à une inspection pourrait se faire reprocher par le tribunal de justement pas avoir agi avec prudence et diligence. Parce que l'acheteur, disons, moyen, est peut-être pas en mesure de déceler tous les indices qui pourraient être apparents dans un immeuble. Moi, je ne pourrais pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'on recommande fortement d'avoir recours à un inspecteur, que lui, c'est sa job. Il va pouvoir se promener, visiter la maison, la regarder, et par la suite, va pouvoir soulever à l'acheteur les différentes problématiques, puis même aller au-delà de ça, puis peut-être même recommander des expertises additionnelles. Fait que ce qui va faire en sorte que l'acheteur, par la suite, il va acheter en toute connaissance de cause, il va savoir la santé de l'immeuble. En préparation à notre rencontre, j'ai constaté une chose, c'est qu'on peut avoir un rapport d'inspection, mais l'acheteur ne le lit pas tout le temps. Oui. C'est un enjeu, si je comprends bien. C'est un gros enjeu parce que on paye pour faire une inspection. Donc, il faut s'assurer que tout ce qui ressort de cette inspection-là, on le sait, on en est au courant. Donc, de ne pas lire le rapport d'inspection, il pourrait y avoir de l'information là-dedans. Et là, ce que l'on pensait être un vice caché parce qu'on n'en a pas été informé, le tribunal pourrait dire que finalement, ce n'est pas un vice caché parce que c'était mentionné dans le rapport d'inspection. Ce qui arrive souvent, c'est que les acheteurs vont suivre l'inspecteur. L'inspecteur va donner des commentaires verbaux durant l'inspection, mais le rapport écrit, c'est beaucoup plus que juste ces commentaires verbaux-là. Puis ça, c'est la même chose qui va s'appliquer dans le cadre où si je veux faire l'acquisition d'un condo, donc d'une copropriété. Alors là aussi, il y a une responsabilité qui incombe à l'acheteur. Oui, parce que quand on achète un condo, on veut connaître non seulement, mettons, la santé de l'immeuble, mais la santé financière aussi du syndicat de copropriété, par exemple. Donc, on va vouloir souvent que notre promesse d'achat soit conditionnelle à la vérification des procès-verbaux du syndicat de copropriété, aux états financiers, etc. Exact. Donc, quand on rend une promesse d'achat conditionnelle à la vérification de documents, évidemment, on s'attend à ce que ces documents-là aient été vérifiés, Exact. aient été consultés, Exact. puis
quand on s'en déclare satisfait, ben on est un peu au pied du mur. Là, donc, je comprends qu'en résumé, l'important, c'est de bien s'informer pour un acheteur. Effectivement, parce que l'information va lui permettre de connaître réellement ce qu'il achète. Et en connaissant réellement ce qu'il achète, bien, par la suite, va être en mesure de faire une offre en bonne et due forme en fonction de ce qu'il a appris. Et de prendre une décision éclairée. Ben oui, parce que c'est ce qu'on veut. Ouais. Et de surtout, le cas échéant, si jamais il vient qu'à faire un recours contre le vendeur pour quelque raison que ce soit, de ne pas se faire opposer par le tribunal le fait qu'il n'a pas agi comme un acheteur prudent et diligent. Donc ça, c'est important. On a parlé de l'acheteur. Parlons, je me mets dans la peau d'un vendeur. Alors donc, qu'est-ce que je dois faire comme vendeur pour bien me protéger? Bien, le vendeur, selon le Code civil du Québec, c'est lui qui est responsable ou qui doit garantir que l'immeuble va être vendu exempt de vices cachés. D'accord. Ou du moins que s'il y a des vices sur l'immeuble, ces vices-là vont avoir été divulgués à l'acheteur. Donc, c'est important, même obligatoire, de remplir la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, il y a plusieurs questions à l'intérieur de celle-ci qui vont être posées par le courtier. Et donc, c'est important pour le vendeur d'être transparent. Comment il va faire pour être transparent? Bien, ça va être de s'assurer qu'il comprenne la question. Puis s'il ne comprend pas la question dans la DV, par exemple, il ne sait pas jusqu'où va la limite d'une infiltration d'eau ou d'une inondation, mais c'est de poser la question et de voir aux réponses que le courtier va lui donner. D'accord, excellent. Il peut y arriver des situations où le vendeur connaît bien sa propriété, mais décide volontairement de peut-être pas tout divulguer l'information, pourtant essentielle à la réalisation d'une bonne transaction. Alors, c'est quelque chose donc qui se produit? Bien, ça peut arriver. Des fois, un vendeur va vouloir peut-être cacher une information de peur à ce que ça diminue la valeur de l'immeuble. Ouais. Sauf que dans une situation comme celle-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si le vendeur a décidé de vendre sans la garantie légale, donc il se dit, moi, je ne me ferai pas poursuivre pour des vices cachés, j'ai vendu sans garantie légale. Le fait de cacher volontairement une information ne le mettra pas totalement à l'abri parce que là, il pourrait se faire poursuivre pour dol. Donc ça, le dol, c'est un peu comme de la fraude. Là. Donc, il faut faire attention à ça. OK. Qu'est-ce qu'on entend par dol? Bien, le dol, c'est de vouloir volontairement cacher une information pertinente dans le but d'en acquérir un certain avantage. Exactement. Donc, cacher, par exemple, dans ma DV, je me fais poser la question, est-ce qu'il y a déjà eu des infiltrations? Je sais qu'il y en a eu, je dis non. Exact. Est-ce que vous avez un taux d'humidité très élevé au sous-sol? Je le sais que c'est oui, mais je dis non, dans le but de ne pas faire perdre la valeur. Mais la journée où un acheteur découvrirait que j'ai intentionnellement menti dans ce but-là, bien, il pourrait me poursuivre pour dol. Tout à fait. Bon, parfois, il y a une promesse d'achat. Dans une promesse d'achat, il y a le vendeur qui s'engage à effectuer certains travaux. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il ne les fait pas, ces travaux? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un engagement que le vendeur fait. Ça fait partie de toute la documentation pré-contractuelle, donc promesse d'achat, contre-proposition et tout ça. Et ces engagements-là, ce sont des engagements contractuels. Ça a beau être une clause qui a été rédigée par le courtier, il n'en demeure pas moins qu'au final, c'est le vendeur qui a mis sa signature sur la promesse d'achat, sur la contre-proposition. Donc, c'est lui qui s'engage. De ne pas le faire, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, changer une porte ou réparer un lavabo qui aurait été brisé, bien, de ne pas le faire pourrait engager sa responsabilité contractuelle parce qu'il ne respecte pas les termes de l'entente. D'accord, excellent. Pourrait donc, puis quand ça se passe, ça peut faire avorter une transaction. Bien, ça pourrait faire avorter une transaction, effectivement. Ça dépend toujours comment que la clause d'engagement est rédigée. Parce que parfois, il va y avoir une retenue faite chez le notaire ou des trucs comme ça. Donc, la transaction avortera pas nécessairement, mais oui, ça pourrait aller jusque-là. Parlons maintenant des inclusions et des exclusions. C'est souvent une source de mésentente. En effet, c'est le genre de dossier qu'on peut fréquemment avoir au FARCIC, dans le fond. Ce qui arrive régulièrement dans ces situations-là, c'est que le vendeur va vouloir exclure certains biens d'une transaction. Par exemple, on pourrait penser au spa ou à une borne électrique. Donc, l'important, c'est d'en parler, d'en discuter avec son courtier, puis de dresser la liste de toutes les exclusions qu'on voudrait avoir à la fiche descriptive. Par la suite,
une fois que la liste va être mise à la fiche descriptive, ce qu'on conseille aux vendeurs, c'est de la valider. Moi, je dis tout le temps, 2 têtes valent mieux qu'une. Donc, ça se peut que le courtier ait peut-être mal compris la liste, ait fait un oubli, c'est possible. Mais s'il y a une vérification additionnelle de la part du vendeur, mais ça va aider justement à s'assurer que la liste va être bonne. Ça, c'est pour j'annonce qu'est-ce que j'aimerais exclure. Par la suite, il ne faut pas se leurrer, ça se peut qu'un acheteur, lui, mais ils veulent le spa. Ils veulent la borne électrique. Ouais. Puis dans sa promesse d'achat, ils la mettent comme étant une inclusion. Donc, on revient à ce qu'on disait tantôt, c'est important de lire la documentation, c'est important de lire le rapport, mais c'est important de lire aussi la promesse d'achat qu'on reçoit à titre de vendeur. On ne peut pas juste se fier non plus au courtier pour la lire. On a une responsabilité proactive à ce niveau-là. Donc, de voir que par la suite, dans la promesse d'achat, le spa est inclus, bien, ça va pouvoir faire en sorte que bien, peut-être qu'on va finalement le vendre, mais on va augmenter notre prix. Peut-être qu'on va dire non, je pars avec et on va faire une contre-proposition. Mais tout ça, c'est très important de valider parce que si on ne veut pas vendre un bien qu'on ne voulait pas vendre, il faut s'assurer de vérifier. C'est de valider de part et d'autre, évidemment, les deux parties, le vendeur et acheteur, de leur côté, avec les courtiers, évidemment, qui sont dans partie prenante, évidemment, de la transaction. Si je résume bien, dans le fond, c'est dans tout ce qu'on vient de se dire, c'est toute l'importance est de s'informer, que je sois, que valider, vérifier la documentation, c'est ce que je comprends. Bien oui, parce que la jurisprudence est assez claire à cet effet-là. Les tribunaux le disent, c'est pas parce qu'on a recours à un professionnel, que ce soit le notaire, le courtier, l'arpenteur ou autre, qui, on va se le dire, ont eux aussi leurs devoirs, leurs obligations, puis que s'ils ne respectent pas, ils vont se retrouver responsables. Mais c'est pas parce qu'on a recours à ces professionnels-là que les tribunaux se disent bien, l'acheteur et le vendeur n'ont plus rien à faire. Les tribunaux ont plutôt tendance à dire qu'ils ont quand même un rôle proactif à avoir. Et une responsabilité, assurément. Bien, qui découle de ça, oui, effectivement. Bien, merci beaucoup, Enrico, pour ces informations très, très, très éclairantes. Alors, et j'espère que vous avez apprécié ce balado. Je vous rappelle qu'on a d'autres balados. Vous allez retrouver à partir de notre site web ou encore sur YouTube et aussi nos principales plateformes de diffusion. N'hésitez pas non plus à poser vos questions à notre agente conversationnelle, Élise, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec votre transaction. Et puis, consultez notre site web. On l'a revampé, ce site, et vous allez trouver sur notre site web une section, vraiment même un site en soi, celui du FARCIC. Donc, il y a le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec. Quels sont les critères pour effectuer une réclamation en responsabilité professionnelle et pour aussi aller chercher toutes sortes de conseils pratiques, un peu comme on le fait aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ce contenu en compagnie d'Enrico et, bien évidemment, à une prochaine.